Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette soirée spéciale. Alors sommes à nouveau avec Claude Lefebvre, avec qui nous avions déjà eu une discussion sur les NRBC et je vous invite à la revisionner, on va vous mettre le lien dessous. Alors Claude, bonsoir. Ce soir nous allons Bonsoir. parler biosécurité, biosûreté et rapidement, ceux qui sont intéressés à plus d'informations sur toi, je vous les invite à aller voir le podcast où on avait fait une introduction plus importante. Là, rapidement, en deux mots, ta vie professionnelle et ce que tu fais aujourd'hui. Et puis derrière, on va enchaîner sur le D'accord. thématique de ce soir, la biosécurité et la biosûreté. D'accord. En deux mots, ça va être un peu difficile, mais je suis un ex-colonel de l'armée de terre, 37 ans de service, 17 ans dans les unités de missiles nucléaires tactiques, et puis une vingtaine d'années dans le domaine de la défense NRBC, nucléaire, radiologie, biologique et chimique, où j'ai tenu un certain nombre de postes de responsabilité, comme officier de marque de programme de reconnaissance NBC, jusqu'à 2013, où j'étais donc directeur du centre de formation NRBC de l'armée de terre. Et puis depuis 2013, donc je travaille avec les industriels, les sociétés et les organismes qui sont confrontés à la problématique des risques et menaces NRBC. Alors, ça peut être des industriels, ça peut être des sociétés privées. Et je suis aussi formateur à l'Institut international NRBC de Sambreville. Sambreville se situe en Belgique, à côté de Namur, où j'anime un certain nombre de sessions de formation toute l'année au profit depuis un certain temps au profit des soignants. Donc, on en parlera Oui. dans mon intervention aujourd'hui, des soignants, des urgentistes, et qui sont, qui pourraient être confrontés à un nombre anormal de victimes contaminées, soit radiologiques, biologiques ou chimiques. Voilà. Bon, ça c'est une belle introduction. Alors, ce soir, on a un double thème qui est la biosécurité et la biosûreté. Alors, pour bien comprendre et distinguer ces deux types, est-ce que tu peux nous lever l'ambiguïté sémantique Oui, tout à fait. et dire pourquoi la distinction enfin, faire la distinction entre les deux est essentielle pour comprendre les enjeux dont on allons parler ce soir. Oui, je crois que Biosécurité, biosûreté. oui, c'est indispensable de définir les termes de façon précise, de façon à bien comprendre. Bon, c'est de la rhétorique au départ, mais il y a quand même une nécessité de comprendre ce que biosécurité et biosûreté veulent dire, sachant que ce soir, on s'apesantira un peu plus sur la biosécurité et on verra les aspects de cette donnée. Alors, la biosécurité, qu'est-ce que c'est? Elle englobe les mesures mises en place pour protéger les personnes et l'environnement contre les risques biologiques accidentels. Elle implique la manipulation sécurisée et le confinement des agents biologiques dangereux pour éviter leur libération non intentionnelle. Par exemple, en laboratoire, le port de blouses, de gants, ainsi que l'utilisation de systèmes de confinement pour filtrer l'air et neutraliser les déchets représentent des mesures de biosécurité. Voilà. En revanche, la biosûreté, cette fois, quant à elle, vise à prévenir les abus intentionnels associés aux agents biologiques, comme leur utilisation à des fins malveillantes. Elle inclut la protection contre le bioterrorisme et la production illégale de substances dangereuses. L'ensemble des mesures de sûreté est destiné à prévenir la perte, le vol ou le mésusage, le détournement ou le rejet volontaire de matières infectieuses et les renseignements sensibles. Donc on voit bien qu'il y a deux aspects complètement différents. J'allais dire un aspect interne et un aspect externe. C'est-à-dire la biosécurité, c'est plus est axé plus sur la manipulation intentionnelle d'agents pathogènes en vue d'actes malveillants, bon, bioterrorisme, hein, je l'ai cité, et qui sont toujours d'actualité. Alors, la biosécurité, qui désigne les processus, méthodes et mesures préventives destinées à réduire le risque de diffusion et de transmission de pathogènes, qu'ils soient d'ailleurs accidentels ou intentionnels dans les populations humaines, les élevages, les cultures et les écosystèmes naturels. Donc j'insiste sur ce point-là parce que, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va un peu s'attarder sur le concept One Health, hein, une santé pour tout le monde,
qui touche effectivement donc le monde animal et le monde végétal, et qui est lié effectivement au monde humain, soit par consommation, soit par transmission de virus ou de maladies d'animal à l'homme. Bon, on a des exemples, hein, on a des exemples flagrants comme Ebola, comme le VIH, comme par exemple la vache folle. On a énormément d'exemples de transmission de maladies donc inter-animales et humaines qui ont provoqué des pandémies et puis on a cet épisode du Covid-19 hein, qui reste en mémoire et qui est effectivement, alors au départ, on pensait que c'était le pangolin. Bon, les analyses a posteriori ont révélé que c'était peut-être pas effectivement la seule source, mais le pangolin, effectivement, était l'un des vecteurs de la maladie du Covid-19. Alors, Alors, oui, oui. vas-y, sinon c'était pour enchaîner sur la question, parce que justement, sur la biosécurité dont tu as parlé, et des animaux, moi je voulais qu'on revienne aussi sur un épisode qui était plus récent encore, c'était la dermatose nodulaire contagieuse, tu sais, qui a frappé les élevages cet hiver, Oui, et pour rapprocher ça de deux choses. Donc la première, dire effectivement que la biosécurité, ça peut être des événements externes, naturels, entre guillemets, hein, bien même sûr. si, et ce qu'on discutait tout à l'heure avec Blanche, c'était de voir ton avis aussi maintenant avec aussi le dérèglement du climat. Est-ce que ces événements, parce que maintenant on sait que la DNC n'était pas connue en France parce que le climat ne s'y prêtait pas, et même tenant que le climat s'y prête, on l'a eu cette année, mais on s'attend à ce que ce soit récurrent. Donc de voir comment aussi cette biosécurité, en plus d'agir sur, comme tu l'as dit, va dire la contamination éventuellement des animaux et éventuellement à l'homme, mais indépendamment de ça, peut nuire à la souveraineté alimentaire d'un pays. Tu l'as dit Tout avec à la fait. vache folle, ça a été dans les années 90 un événement très important en Europe où on a éliminé des troupeaux entiers, surtout en Angleterre, Tout à et, fait. et on a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Est-ce que demain, donc biosécurité, pandémie, on va dire, dont on n'avait pas l'habitude, en tout cas sur nos latitudes, et souveraineté alimentaire pour l'Europe, comment tu articules tout ça? Alors, le problème est que on a effectivement une expansion des maladies zoonotiques et qui, bon, on a un exemple, hein, on parlait en aparté d'un nouveau virus qui vient d'être découvert marin, un nouveau virus marin hein, qui est le norovirus de la mortalité coxante. Hein, je lis le rapport qu'on m'a envoyé, le CMNV, qui initialement contaminait les poissons, les crustacés, les crevettes, et qui, sans explication vraiment scientifique notable, est transmis à l'homme et lui provoque une cécité ou tout au moins des symptômes oculaires graves, tels un glaucome, et qui peut entraîner une déficience visuelle permanente. Donc alors, on est effectivement, la race humaine n'est pas du tout à l'abri de ce genre de contamination, hein, et malheureusement, on s'aperçoit au vu de cet exemple-là qui date de 4 jours, donc on est en plein dans l'actualité, on voit que dans cet exemple-là, euh, les contaminations animales, transmission de l'animal à l'homme, eh ben, sont de plus en plus récurrentes, et ce qui n'est pas forcément très rassurant, sachant que ben, malheureusement, là, le dernier cas que je viens de citer du virus marin, c'était complètement inattendu. Bah, C'est-à-dire, en général, c'est inattendu. Le Covid aussi, enfin, bon, voir la source, mais ou la ouais, vache folle, ou l'Ebola, comme tu dis, en tout à général, c'est fait, ça la difficulté. C'est pour ça qu'on doit avoir ce concept de biosécurité, parce que alors, justement, il faut se préparer à des événements qui ne tout à sont pas fait, attendus. C'est le tout à fait. principe. Alors, il y a quand même des principes fondamentaux qu'il faut retenir dans la biosécurité, qui reposent vraiment sur 4 piliers essentiels. C'est-à-dire la prévention, c'est dont on vient parler, d'anticiper les risques en adoptant les bonnes pratiques de manipulation, de nettoyage, de désinfection, ainsi qu'une formation continue du personnel. Et cette formation continue,
là, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en 42 ans, j'en apprends encore hein, aujourd'hui. Donc, la formation continue. Et comme disait Madame Deverde, c'est-à-dire que avec la fonte des glaces du permafrost, on risque effectivement de redécouvrir des virus et peut-être des bactéries anciennes qui vont contaminer donc, la race humaine et dont on va avoir beaucoup de difficultés à traiter, sachant que les maladies transmises ne sont pas forcément facilement traitables et on aura effectivement beaucoup de difficultés à mettre au point peut-être pas des vaccins, mais au moins des traitements médicaux pour le pallier. Deuxième principe fondamental, c'est le contrôle. Donc, surveiller les procédés impliquant des agents dangereux pour éviter toute exposition au accident. Donc, ça, c'est impératif. Si on fait référence à la Covid-19, bon, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Donc, euh, on voit ce que ça a donné, hein. Et puis, troisième pilier, si j'ose dire, de la biosécurité, c'est le confinement. Utiliser des barrières physiques ou biologiques, bah, en fait, c'est simple, hein, des masques, des gants, des combinaisons, des systèmes de ventilation avec des filtres à très haute, j'allais dire, très haut pouvoir de filtration. Et puis, pour limiter la propagation des agents pathogènes. Donc, en fait, le confinement, bon, on l'a vu avec le Covid-19. Bon, alors le confinement, tel qu'il a été fait, il a été, à mon sens, et là, ça n'engage que moi, mal fait. Hein. Lorsqu'on vous dit il faut vous confiner, mais ouvrez les fenêtres pour aérer chez vous, on a une rupture de confinement. Donc, on a mal géré cette crise. Alors, autre aspect fondamental, c'est la responsabilité partagée. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il va falloir acquérir. C'est-à-dire que tous les acteurs, des professionnels de santé aux agriculteurs, au grand public, contribuent à la biosécurité par leurs gestes et leurs pratiques quotidiennes. Euh, Là, on touche le problème de la contamination croisée. Lorsque vous avez quelqu'un qui est contaminé, qui qui le sait ou qui ne le sait pas, puisqu'il peut y avoir des porteurs sains asymptomatiques. Le fait de croiser d'autres gens sans masque, sans prendre de précautions, etc., ben, provoque une épidémie d'abord et puis une pandémie par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est concerné par cette affaire. On l'a vu pendant la pandémie du Covid-19, où effectivement, il était recommandé de s'éloigner les uns des autres et tout. Alors, ça prête ça a tellement été mal présenté que ça prêtait à sourire, mais en fait, il faut y passer, quoi. Euh, ce sont la responsabilité partagée, c'est un état d'esprit. Donc en fait, il faut que tout le monde soit conscient que dès qu'on a une épidémie ou une pandémie, il y a un certain nombre de réflexes à acquérir et à conserver de façon à pas justement transformer cette épidémie en pandémie, quoi. Ouais. Alors justement, Voilà. ça fait un pont vers la question d'après, et c'est justement le concept de One Health, que tu Ouais. vas nous définir rapidement, parce que les gens ne connaissent pas tout. Moi, je vais dire globalement, rapidement, le One Health, c'est-à-dire qu'on prend la santé humaine, mais pas que des humains, on le prend aussi les animaux autour qui entourent, et on voit avec la transmission de l'homme à l'animal, et de l'environnement. Ça, aujourd'hui, je pense qu'on s'est bien aperçu que l'environnement bah, pouvait être, on l'a vu avec des cancers, avec les pesticides, avec enfin, la Tout à fait. cigarette. Enfin, on est au courant aujourd'hui que. Et ce concept revient en force, il a été adopté par l'OMS. Alors, est-ce que tu peux nous en donner une définition rapide et aujourd'hui nous dire comment ce principe de One Health pourrait demain améliorer la santé, on va Ah, dire, des Français aujourd'hui? Parce que le d'accord. gros problématique qu'on a aujourd'hui, on sait bien, un quart des dépenses de l'État, c'est la santé. Et ça va pas aller en s'améliorant puisque la population vieillit. Et une des clés, c'est ce que tu dis, c'est la prévention, éviter les gestes bah, qui font en sorte qu'on tombe malade, parce que demain, on n'aura plus assez de moyens pour soigner tout le monde. Par contre, on peut avoir les moyens pour prévenir ces maladies. Tout à fait. Alors, pour introduire ce concept WADOPS, hein, qui, je l'ai dit en avant-première, date des années 2000. Donc, en fait, hein, ça fait maintenant 26 ans que ce concept est connu. Alors, il faut bien comprendre
Et quels sont les domaines d'application de la biosécurité? Tout d'abord, elle s'applique dans les laboratoires et les recherches de recherche scientifique. Lorsqu'on manipule des agents biologiques pathogènes, alors, hein, vous le savez, on a des laboratoires qui sont de P1 à P4, hein. Alors, P4, alors le numéro, ça consiste, euh, donc, consiste à donner le nombre de barrières de protection du laboratoire en question. Donc, le P4, c'est le laboratoire le plus sécurisé où on manipule effectivement des agents hautement pathogènes comme Ebola, le VIH, les fièvres hémorragiques. Et donc, on a effectivement on a des règles à respecter en manipulation sécurisée d'agents biologiques et biotechnologies. Et puis, il y a la santé animale, on va y arriver à One Health, hein. La santé humaine et animale avec la prévention des infections et le contrôle des maladies transmissibles. Le problème, bon là je reprends le cas que j'ai reçu il y a 4 jours, le problème c'est que les maladies non transmissibles initialement deviennent transmissibles aujourd'hui, hein. Le virus marin en est un exemple flagrant. Donc ça date de 4 jours. Et les scientifiques ne comprennent pas pourquoi ce virus qui était cantonné aux poissons, aux crustacés, aux crevettes, d'un seul coup, se met à se transmettre à l'eau. Bon. Et puis, il y a aussi le domaine de l'agriculture et de l'élevage, et la limitation de la propagation des maladies virales ou bactériennes dans les élevages intensifs. Donc ça, c'est aussi un vecteur de transmission de maladies j'allais dire, entre les animaux et puis les hommes. Et puis, il y a l'industrie alimentaire et l'environnement également. Vous l'avez dit, hein, la protection contre les contaminants, les pesticides, la gestion des risques liés aux organismes nuisibles aussi, hein, lorsque vous avez des infestations avec des rats qui transmettent des maladies. Donc, on a effectivement aussi un environnement à protéger. Alors, One Health, santé unique, hein, si on veut traduire, est une approche intégrée qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, effectivement, on peut avoir des maladies transmises par les végétaux. On a tendance à l'oublier. Pour prévenir les risques sanitaires et promouvoir le bien-être global. Alors, le concept One Health, ou une seule santé, consiste à considérer la santé des humains, des animaux et de l'environnement comme étroitement liés et interdépendants. Bon, ça, maintenant, tout le monde en est conscient. Bon, depuis 2000, on devrait tous être conscients du problème de l'interdépendance entre la race humaine, les animaux et l'environnement. Et ça, on a malheureusement tous les jours des exemples de contamination inter-ethnique, en fait. Donc, ce concept repose sur l'idée de la protection de la santé humaine, passe par la santé animale et la préservation de l'environnement. On l'a vu. Donc, effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait d'utiliser des pesticides, des insecticides, des produits phytosanitaires qui sont cancérogènes, et donc influent effectivement sur la santé humaine. Et les interactions entre ces trois dimensions doivent être prises en compte pour prévenir les maladies et les risques sanitaires. Ça, c'est évident. Cette approche mobilise plusieurs disciplines et secteurs. Et là, je voudrais souligner quand même quelque chose de très important. Bon, il y a la médecine humaine, mais il y a également les vétérinaires. Les vétérinaires qui sont impliqués au premier chef dans cette, j'allais dire, dans cette recherche d'anticipation et de prévention de contamination interdimensionnelle. C'est bon, c'est une profession qui est souvent oubliée, mais qui revient régulièrement dans le devant de la scène lorsqu'on parle des contaminations animales, la grippe aviaire, la vache folle, etc. Donc, elle touche également l'écologie, elle touche aussi la biologie, les sciences sociales, économiques et sciences environnementales, afin de travailler de manière coordonnée pour améliorer le bien-être et lutter contre les menaces sanitaires et écologiques. Alors ce concept, comme je l'ai dit, hein, il date des années 2000, il a été de mémoire présenté par un docteur qui s'appelle William Karesh,
qui lui-même s'appuyait sur les travaux de d'autres scientifiques. Et il a été formalisé. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il a été formalisé par des accords internationaux, un accord tripartite, mais qui date que de 2010. C'est-à-dire que, en fait, ce concept de One il a mis 10 ans à être effectivement reconnu officiellement par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMSA, l'Organisation mondiale pour la santé animale, et puis le Food and Agriculture Organization, la FAO, qui a, et là on va voir, là c'est vraiment extraordinaire, et qui a cette association des trois entités ont créé un mémorandum quadripartite en 2022. C'est-à-dire qu'il a fallu 22 ans pour qu'officiellement on reconnaisse le concept One Health à partir d'un accord tripartite OMS, OMSA et FAO. Et j'allais dire, le mémorandum ne sort qu'en 2022, c'est-à-dire qu'il y a à peine 4 ans. Donc il a fallu 22 ans pour qu'on prenne en compte ce risque d'interaction de maladies entre l'homme, l'animal et l'environnement. Donc on a mis très longtemps à comprendre que le concept une seule santé était vraiment important à prendre en compte. Donc voilà. Donc les applications de One Health, parce qu'après on va passer certainement aux questions, Oui, alors juste c'est avant de prévenir passer les sur One, maladies. Claude, Pardon? juste avant de passer, comme tu viens de dire là, on a mis longtemps à s'en apercevoir, mais quand même en 2022, la France a quand même fait une route nationale du One Health, justement pour éviter toutes ces choses de vaccination tardive, stratégie d'abattage, essentiellement hein, avec les animaux aussi. Mais on Tout a à vu fait. là en 2026 avec la Oui, dermatose qu'en fait, c'était pas appliqué. La vaccination n'avait été pas faite en avance, l'abattage a tout à été fait. quasiment systématique. Donc en fait, on a mis en place il y a 4 ans une feuille de route nationale, mais à première vue qu'on est incapable d'appliquer. Comment est-ce qu'on peut la traduire par des véritables Ah, opérations sur le terrain et pas que ça reste pas juste alors, une annonce du ministère de alors, l'Agriculture qui dit on a. oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc globalement, ça touche au domaine NRBC. Alors vous allez me dire quel est le rapport nucléaire, radiologique, biologique, où on fait effectivement, où on a le réflexe que j'ai entendu des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, où ça n'arrive pas souvent, donc c'est peut-être pas trop la peine de se pencher sur les problèmes, sur ces problèmes complexes. Donc, bon, on attendra l'événement avant de réagir. Voilà. Mais combien de fois j'ai entendu parler de ça, donc que ce soit dans le radiologique, le biologique ou le chimique. Donc, effectivement, on a mis bon, 22 ans à se poser la question, à essayer de prévenir les maladies zoonototiques, transmission de l'animal à l'humain. Et en fait, bon, ça s'est arrêté là, quoi. C'était qu'en fait, là, il y a pas vraiment de prévention, il n'y a pas vraiment comment dire, d'action préventive, de protéger la biodiversité des écosystèmes. En fait, je voudrais être un peu direct et un peu. On s'en fout, on s'en fiche. D'accord. Ça n'arrive ponctuellement. Donc, on développe pas des capacités suffisantes pour s'en protéger. Donc voilà. Et quand on entend qu'il faut promouvoir la sécurité alimentaire et la qualité de l'eau et de l'air, bon, oui, ok, très bien. Qu'est-ce qui a été fait pour effectivement mettre en place un certain nombre de problèmes? Regardons, vous l'avez cité vous-même, regardons le problème des pesticides. Hein, l'Union européenne a autorisé l'utilisation de pesticides qui avaient été interdits pendant des années. Donc en fait, bon, Oui, oui, bah écoute, une des dernières questions, comme tu dis, après peut-être on prendra des questions, c'est justement, puisqu'on a vu que c'est important, donc si on résume un petit peu ce qu'on a dit depuis le début de la discussion, la biosécurité et la biosureté, on a bien compris, biosécurité, c'est plutôt les événements qui peuvent arriver
soit en laboratoire, parce qu'on manipule, soit dans la nature, hein, les maladies, les épidémies qu'on a connues ces dernières années, Mhm. même avant, hein, même si ça s'appelait pas comme ça. La biosureté, c'est plutôt pour les événements, on va dire, extérieurs, c'est-à-dire Tout à fait. malveillant, hein, de quelqu'un qui Ouais, tout à voudrait fait. Mhm. provoquer quelque chose. Ça, on l'a mis de côté. Ensuite, on a vu le concept de One Health, que moi j'aime beaucoup parce que globalement, on comprend hein, que notre santé est liée à la santé de l'environnement et des animaux et de l'environnement global qui nous entoure. Tout à fait. On a vu que la France avait mis en place une route nationale, mais il ne s'est rien passé. D'après toi, quel serait, si tu avais un message aujourd'hui en tant que professionnel à adresser aux décideurs politiques français ou aux futurs décideurs qui arriveraient, ministres, candidats à la présidentielle, sur quel point, imagine ces 5 prochaines années, sur quel point il faudrait qu'on travaille en matière de biosécurité et de One Health pour qu'on ait un système qui soit efficace et pas, comme tu l'as dit, juste des effets d'annonce comme nos politiques, malheureusement, Tout à sont fait. habitués à nous Mhm. proposer. Ah, il faut vraiment, alors, il faut que ce concept donne lieu à une politique vraiment de prévention, et de façon à ce que, mais préventive, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, faut mettre les moyens humains et matériels et conceptuels de manière à éviter effectivement ce qu'on a connu avec la Covid-19. La Covid-19, je suis désolé, mais la gestion de la crise a été extrêmement mal faite. On n'était pas préparé du tout à ça. Bon, je passe sur l'épisode des masques qui étaient périmés, et puis les vaccins qu'on a mis au point en 6 mois. Donc là, j'ai quand même un gros doute. On voit qu'on ne réagit que quand l'événement arrive. Mais c'est commun au Oui, domaine NRBC. On ne prend pas la peine d'analyser en amont les risques et les menaces qui pourraient arriver. On se dit, oh, de toute façon, ça n'arrive plus jamais. Donc, c'est pas la peine de mettre le paquet là-dessus. Donc, on- on laisse passer. Et puis, quand l'événement arrive, ben, on voit que c'est un joyeux bazar. Hein. Reprenons la pandémie Covid-19, ça a été une gestion catastrophique, tant au point de vue communication qu'au point de vue gestion propre des malades et des contaminations. Il n'y a pas de volonté réelle en amont de prévention. Tout passe par là. ben, Si, la prévention coûte cher, effectivement, et mais on a eu des voilà. expériences Eh oui, mais malheureuses alors, voilà. Alors ça c'est un argument. Je dis, euh, de politique. tous ceux qui sont locataires ou propriétaires ont une assurance incendie obligatoire. On est bien d'accord. Oui, En combien de fois votre appartement ou votre maison a brûlé dans toute votre vie? alors, on espère jamais, hein, c'est ce qu'on dit, on Bon, paye une voilà. assurance pour Donc rien, voilà, hein, mais on paye quand même une assurance pendant des dizaines d'années de façon à se protéger d'un incendie qui n'arrivera jamais. Donc on voilà, ça espère. c'est vraiment l'exemple type de l'assurance. Bon, et je prends le cas de l'incendie, je ne prends pas volontairement le cas de l'assurance auto, parce que l'assurance auto, il y a tellement de véhicules que statistiquement, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais l'incendie lui-même, bon, vous payez des assurances pendant des années. Bah, et heureusement d'ailleurs, la maison elle brûle jamais, et l'appartement non plus. D'accord, Donc je heureusement. ne vois pas pourquoi, dans le domaine de la santé humaine, qui est quand même, à mon avis, un domaine extrêmement important, il n'y a pas d'investissement pour la prévention. Euh, ré- Plus récemment, l'année dernière, je travaillais avec des vétérinaires qui se plaignaient justement de ne pas être associés à la recherche sur la prévention médicale. Les vétérinaires, c'est les animaux, point. Mais bon, c'est une erreur. Dans le concept One Health, le vétérinaire est tout à fait Oui. impliqué dans la protection humaine. Je pense que c'est un symptôme de ce qu'on a en France pour plein de domaines. Il manque cette interopérabilité horizontale. On a vraiment l'habitude d'avoir des CEO. Les gens Tout à travaillent sur fait, l'industrie, sur l'énergie, sur les tout à fait. animaux. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que notre monde, et on le voit alors sur un autre domaine avec le détroit d'Ormuz, que tout est interconnecté, qu'un problème à l'autre bout du monde peut amener un problème de chaîne Bien sûr, logistique dans le Vercors en France. bien sûr.
Et ça, c'est une prise de conscience qui, pour moi, les hommes politiques, peu l'ont. Et ceux qui l'ont ont du mal à se faire entendre Mais parce tout que à c'est pas fait. vendeur, Mais entre guillemets. je C'est suis complexe. 100% d'accord. Voilà. On Tout doit à gérer fait. la complexité. Le pétrole nous a créé un monde de complexité et il faut arriver à l'appréhender. Voilà. Tout à fait. Chacun travaille dans son couloir. Alors, je ne sais pas, c'est un état d'esprit. Chacun a peut-être peur que le voisin lui prenne ses prérogatives. Mais il n'y a pas d'interdépendance. Il n'y a pas que dans le domaine de la santé humaine. Malheureusement, il y a aussi dans mon domaine de spécialité, on voit qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent vers le même objectif, mais ils travaillent en parallèle. Ils ne se parlent pas. Ils ne travaillent pas ensemble. Et puis le jour de l'événement, ben, on s'aperçoit qu'on est interdépendants. Et c'est là où ça coince, parce qu'on n'a pas les mêmes procédures, on n'a pas les mêmes matériels, on n'a pas les mêmes process, on n'a pas les mêmes directives. Et c'est au moment où on a besoin effectivement d'une synergie globale qu'on s'aperçoit ben, qu'on n'est pas prêt du tout à le faire. Donc, ce qui me bon, là, je vais faire une digression. Ce qui me m'énerve un petit peu, ce sont les exercices qu'on mène, vous savez, dans les hôpitaux, dans les préfectures et tout, ça dure 3 heures, à peine une après-midi, tout le monde est content. Ça s'est super bien passé. Mais lorsqu'un événement NRBC aura lieu, c'est pas 3 heures. Ça peut être 3 semaines. 3 mois. Donc, en fait, il faut tenir le temps, et le temps ne peut être fait que par des relèves successifs en interservice. Et ça, pour faire passer le message, c'est compliqué parce qu'en fait, lorsqu'on on n'a pas encore été confronté à ce type d'événement, mais le jour où on va être confronté à ce type d'événement, on va s'apercevoir qu'effectivement, la coopération interservice, que ce soit dans la santé humaine, la décontamination, le traitement, etc., elle est indispensable. On est Les d'accord que gens, alors moi, bon, malheureusement, j'ai vécu ça. Nos sapeurs-pompiers prenaient nos spécialistes de l'armée de terre comme des concurrents. Mais j'ai dit, mais non, nous sommes complémentaires, pas concurrents. Et quand vous aurez à tenir 3 semaines sur un événement NRBC et que vous n'aurez plus les moyens de relever, ce sera un autre service, bon, l'armée peut-être, mais un autre service qui viendra à votre aide en vous relevant. Donc on n'est pas du tout concurrents. Et ce terme de concurrence me révulse. C'est- on n'a pas cet état d'esprit de travailler ensemble. Ça, c'est dramatique, quoi. Et dommage. quand on voit les vétérinaires qui déclarent, bon, la grippe aviaire, il faut abattre un certain nombre de volailles, la vache folle, 6 millions de têtes 6 millions de têtes de bétail ont été abattues. Et en fait, combien on a eu de contaminés? 7. Bon, 6 millions de bêtes abattues pour 7 personnes contaminées. Alors après, on se dit, ouais, c'est complètement débile, ça a été un massacre inutile, et en fait, ça alimente ce déni, en fin de compte. Vous voyez, bon, on en a fait tout un plat, on a tué énormément de bêtes, mais en fin de compte, pratiquement pour rien. Bon, je minimise pas les 7 victimes, c'est 7 de trop, j'allais dire, il n'y en aurait qu'une, c'est une de trop. Mais le problème est là, quoi. C'est-à-dire que tant que l'événement n'a pas une ampleur catastrophique, et on l'a vu avec le Covid-19, ça a été mal géré. On a fait n'importe quoi. Hein, faire signer Notification, oui. une auto-autorisation, se faire signer soi-même une autorisation pour sortir de chez soi, bon là, excusez-moi, mais bon, hein, bon, sans commentaire, quoi. Lorsqu'on vous dit confiné, restez confiné, mais surtout ouvrez vos fenêtres pendant 15 minutes pour aérer vos pièces, bon, je ne dois pas avoir la même définition du confinement que ceux qui ont dit ça. Lorsqu'on dit le Covid-19, bon, on va mettre des vaccins en place, mais les vaccins n'étaient pas prêts, ou alors, bon.
je n'oserais pas dire que les vaccins étaient prêts avant la maladie, mais les vaccins n'étaient pas prêts. On met des vaccins à ARN messager en 6 mois. J'ai un doute. Donc on Bon, voit bien que quand la catastrophe prend effectivement. des ampleurs, dans des ampleurs, j'allais dire, interplanétaires, Ouais, bon, bon. Claude, c'est d'autres discussions qu'on pourrait avoir sur la gestion de crise. Là, on était vraiment concentré sur la biosécurité et la biosûreté. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont tout compris. Blanche, est-ce que nous avons des questions? Et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, moi je vais être obligé de m'absenter comme la dernière fois sur la partie questions. Je vous laisse échanger avec Blanche et les questions que vous aviez aussi par Internet dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à les traiter maintenant. Moi je les écouterai après quand je ferai le montage. Et à nouveau, je vous remercie Blanche pour l'organisation, Claude pour les eh bien, réponses merci à précises. vous. Merci de votre invitation, Et puis je pense qu'on pourra en faire d'autres sur d'autres sujets qui peuvent intéresser bien sûr. les auditeurs. Merci à vous, bonne soirée Merci à vous. et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Alors, Merci. moi, j'en ai une sur les normes. La norme ISO 35001-2019 Oui, bien est la sûr. référence spécifique pour la gestion des biorisques en laboratoire. Ouais. La norme ISO 35001 est basée sur le volontariat, si mes souvenirs sont bons. Ne devrait-elle pas devenir une condition sine qua non pour l'obtention de financements internationaux, type OMS ou NIH, afin de garantir un niveau de sécurité minimal partout dans le monde? Pour les institutions déjà certifiées ISO 9001, qualité ou 14001, environnement, quel est le principal défi pour intégrer la dimension biosécurité? Avec l'augmentation du nombre de laboratoires de haute sécurité, P4, dans le monde, existe-t-il un standard international pour le démantèlement ou la mise à niveau des installations vieillissantes? Ah, les installations vieillissantes, bon, effectivement. Alors, la norme 35001, oui, effectivement, je la connais. Alors, effectivement, on a, euh, on a des normes très strictes. Alors, je peux vous en parler puisque j'ai participé comment dire, à la mise en place du laboratoire. Bon, en France, on a 3 laboratoires P4. Un au centre d'études du Boucher et à Vers-le-Petit, en région parisienne. Un à Brétigny-sur-Orge, et puis on a l'Institut Mérieux à Lyon. Donc, en fait, ces normes-là, elles sont très strictes, et en particulier, bon, vous avez parlé des laboratoires P4, hein, où il y a quatre barrières de sécurité, avec des laboratoires en sous-pression, hein, en pression négative. Effectivement, les normes sont strictes, et si la question fait référence au laboratoire de Wuhan, d'où serait, hein, point d'interrogation, d'où serait donc sorti le virus de la Covid-19? Oui, alors, euh, et j'espère qu'effectivement les laboratoires vieillissants, mais les laboratoires vieillissants ont déjà effectivement des contrôles récurrents de façon à effectivement que la biosécurité soit effectivement active dans les laboratoires. Donc ces normes-là, on va formaliser effectivement les barrières de sécurité, on va les formaliser avec un document particulier, hein, ils sont normés, mais en fait ils existent déjà, hein, donc ils sont connus, hein, ils sont appliqués, et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, bon, en particulier en France, mais en Europe, avec le nombre de laboratoires P4, on n'a pas beaucoup d'accidents, on n'a pas de répertorié d'accidents notables durant ces dernières années. Donc, bon, disons, on a créé des documents spécifiques auxquels les constructeurs de laboratoires, enfin les architectes doivent se conformer, mais en fait, on a formalisé les, j'allais dire, des paramètres qu'on connaissait depuis fort longtemps, hein. Donc, je ne pense pas que les normes apportent grand-chose de plus que ce qu'on connaît déjà, en fait, hein. Alors, moi, j'en ai une un petit peu spéciale, c'est qui est de moi. On parle toujours donc de One Health, qui est donc les animaux, les plantes et les hommes.
Mais est-ce qu'on pense, est-ce qu'on fait des études? Parce que la nature arrive aussi à se soigner elle-même. Est-ce qu'on fait des Oui, études pour soigner avec les plantes, bien alors sûr. qu'on cherche plutôt actuellement à faire des vaccins, des choses comme ça, alors que les plantes soignent. On a mis 22 ans pour reconnaître la fameuse One Health. On va mettre combien d'années pour essayer de penser un petit peu que la nature peut aussi nous aider à soigner tous ces virus? Alors, on revient aux fondamentaux parce que, bon, avant que la médecine moderne n'existe, effectivement, les gens se soignaient avec des plantes et on avait des, des- des- bon, généralement, ils étaient considérés comme des sorciers ou des sorcières, mais en fait, on a toujours eu sous la main et peut-être devant nos yeux sans vraiment le voir, des solutions de soins. euh, Soit par végétaux. Bon, je prends le cas de toxines qui sont générées par des animaux et on s'aperçoit récemment, hein, il y a quelques mois, que ces toxines détruisent les cellules cancéreuses. Donc effectivement sous la main, peut-être devant nos yeux, des solutions qui ne sont pas exploitées. Et alors, euh, le problème, alors c'est un problème complexe parce que bon, je pense qu'effectivement, on a une recherche fondamentale dans ce domaine-là, une recherche appliquée, mais on a d'autres paramètres comme les paramètres économiques, financiers, qui font qu'il est peut-être plus facile de générer dans des laboratoires de pharmacologie des vaccins qui rapportent des milliards d'euros plutôt que d'aller chercher des solutions dans la nature. Bon. Il y a peut-être l'aspect financier qui fait que on se polarise plus sur la recherche médicale et pharmaceutique que sur la recherche qu'on a à portée de la main. Bon, peut-être, mais les soins par les plantes, etc., ça date de plusieurs siècles, hein. Avant qu'on ait inventé des médicaments qu'on connaît aujourd'hui, on se soignait et ça marche bien puisqu'on est tous là encore, hein. Donc la race humaine n'a pas disparu, donc on se soignait quand même avec des plantes, des toxines animales, etc. Donc maintenant, pour répondre clairement à la question, est-ce que la recherche, je pense, alors je ne veux pas m'engager dessus, mais je pense que oui, on continue à rechercher des solutions à partir de l'environnement. Oui, bien sûr, je pense, oui. Alors maintenant, est-ce que ça sera commercialisé? Est-ce que, j'ose pas le dire, mais est-ce que ça sera rentable? Je n'ose répondre à la question. En fait, le paramètre de rentabilité financière conditionne effectivement la recherche, Tout à malheureusement. fait, tout à fait. Là, j'en ai une autre qui arrive. Comment gérer ou existe-t-il des disparités de normes entre le secteur civil, université, et le secteur militaire, défense au sein d'un même pays? Ah, alors, le domaine civil et militaire. Alors, il ne faut pas les opposer, il faut les rendre complémentaires, sachant que dans les laboratoires P4, donc on a des laboratoires militaires, hein, puisque le laboratoire de Brétigny-sur-Orge, il est géré par le service de santé des armées, et puis le laboratoire P4 de Vers-le-Petit, il est géré par la DGA et MNRBC, donc la Direction générale de l'armement, maîtrise nucléaire, radiologie, biologique et chimique, et puis l'Institut Mérieux à Lyon qui est civil. Alors, il faut savoir que les laboratoires, ces laboratoires-là, et les autres aussi, hein, il n'y a pas que les P4, hein, les P3 et les P2 aussi, travaillent de concert. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'un des laboratoires euh, trouve un virus ou ne serait-ce un traitement viral, les échanges se font de façon latérale, bilatérale. Donc en fait, les échanges sont continus. Donc il y a pas d'opposition formelle entre la recherche du domaine militaire et du domaine civil. Là où on peut effectivement avoir un doute, c'est là, je parle du côté clair de la force. Bon, c'est du côté obscur.
Là, c'est peut-être différent, où là, effectivement, on a des laboratoires secrets qui sont, pas en France, hein, ou alors ils sont tellement secrets que je ne les connais pas, mais on a des laboratoires secrets dans certains pays. Bon, je pense que la personne qui a posé la question fait référence au laboratoire secret qui vient d'être découvert aux États-Unis, qui travaillait sur Ebola, le VIH et les fièvres hémorragiques, euh, qui vient d'être découvert il y a quelques semaines. Et effectivement, dans des laboratoires secrets, qui ne sont pas forcément militaires d'ailleurs, qui peuvent être civils, on a effectivement des recherches beaucoup moins, j'allais dire entre guillemets, sympathique, où on a effectivement des recherches sur des virus qui peuvent servir à des armes biologiques. Alors, il faut savoir, bon, prenons le cas, par exemple, de la variole, où on a le laboratoire d'Atlanta, qui a une souche, on est aux États-Unis, qui a une souche, euh, donc de la variole, et puis on a en face le laboratoire Vector de Novosibirsk en Russie, qui a d'autres souches de la variole. Donc voilà, donc on a deux laboratoires militaires qui travaillent sur j'allais dire des virus ou des bactéries ou des agents pathogènes hautement toxiques qui peuvent servir de guerre. La dissuasion, elle n'est pas que nucléaire, elle est aussi biologique et chimique. Donc, bon, effectivement, on a dans le monde des laboratoires qui recherchent des agents pathogènes qui pourraient servir effectivement d'agents de guerre. Alors, on n'a rien inventé, hein, on est en 2026, il faudrait que la personne, enfin, nos auditeurs puissent aller chercher sur un moteur de recherche le programme Biopréparate de l'Union soviétique, qui consistait à mettre des agents pathogènes en grande quantité dans des missiles intercontinentaux. Donc, on n'a malheureusement rien inventé et on a effectivement des laboratoires secrets un peu partout dans le monde qui cherchent effectivement à développer des agents pathogènes de guerre. Donc, Biopréparate a été dénoncé par un colonel qui a été exfiltré donc aux États-Unis, le colonel Ken Alibek, qui a révélé effectivement ce programme dantesque, dantesque. Là, on parle souvent des missiles intercontinentaux avec des charges nucléaires, j'allais dire apocalyptiques, mais le programme Biopréparate, c'était absolument dantesque. On envisageait d'envoyer des missiles intercontinentaux avec des ogives chargés d'agents pathogènes comme la variole, les fièvres le virus de Marbourg ou les fièvres hémorragiques, hein. C'est absolument extraordinaire dans le sens, c'est complètement fou, quoi. Et pour finir, la dernière question. Peut-on réellement normaliser la culture de biosécurité? Existe-t-il des indicateurs fiables pour évaluer le comportement humain et la vigilance au sein d'une institution militaire ou civile? Ah, ça c'est une question compliquée parce que ça voudrait dire que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, donc pour la prévention, il faut que la vigilance soit constante et permanente et que tous les acteurs qui sont concernés par la santé humaine puissent travailler ensemble. Donc, c'est une question difficile dans la mesure où je ne sais pas si nos politiques, nos élus ont la volonté réelle de développer des systèmes de surveillance quasi permanente. Alors, bon, je prends à l'instar de la surveillance de la pollution atmosphérique, dans les grandes villes en particulier. Donc, pour moi, mais ça n'engage que moi, je ne pense pas qu'il y ait un système de surveillance permanent pour alerter en cas d'épidémie. Bah, la preuve en est, c'est que dès 2021, avec le Covid-19, bah, on n'était tellement pas prévenu que bon, ça a été la panique totale, quoi. Donc, il n'y a pas de système
vigilance active dans ce domaine. Pas actuellement, en tout cas. Et pour répondre à la question donc, du domaine militaire, il faut savoir que les systèmes j'allais dire, de détection et d'identification des agents pathogènes, en particulier dans le domaine militaire, donc c'est-à-dire des agents, j'allais dire, des agents de guerre, c'est vraiment un casse-tête de nos industriels. On a développé, enfin, les industriels ont développé un certain nombre de systèmes qui sont des systèmes d'alerte, mais qui sont relativement complexes et qui nécessitent un temps assez long avant de déterminer les agents pathogènes disséminés dans l'atmosphère. Donc, en soi, ce n'est pas très satisfaisant dans la mesure où le facteur temps est le facteur rédhibitoire qu'on n'arrive pas à réduire dans le domaine de la détection biologique et de l'identification. Alors, la détection biologique, il y a un certain nombre de systèmes qui existent, des systèmes d'alerte, mais en identification biologique, il faut du temps, et c'est bien ce qui nous manque lorsqu'on a effectivement une contamination. Donc là, je peux vous dire qu'on a des industriels qui se cassent la tête là-dessus, hein. Les recherches et développements se focalisent vraiment sur des systèmes d'alerte et de détection biologique qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on est encore au stade de la recherche et du développement. Eh bien, écoutez, on vous remercie énormément pour Merci votre à vous. intervention. Je pense qu'on aura encore des tas de questions à vous poser. Bien sûr. Parce que c'est un domaine qui est énorme et qui amène beaucoup de questions et surtout beaucoup de réflexions. Surtout que, comme vous avez dit, on a l'habitude de travailler par silo et pas tous ensemble. Et c'est un gros problème parce que ça finit par poser des questions, effectivement. Tout à fait. Et puis, bon, le dernier point, c'est qu'effectivement, les événements majeurs ne sont pas aussi, heureusement, ne sont pas aussi fréquents. Donc, on a tendance à plutôt les laisser de côté en disant, bon, on verra bien, de toute façon, ce n'est pas la peine de développer beaucoup de choses et de mettre beaucoup de moyens dans la prévention, dans la mesure où ces événements-là sont relativement rares. Mais force est de constater que quand ces événements qui sont d'une ampleur, j'allais dire, internationale arrivent, on s'aperçoit qu'effectivement, on regrette parfois de n'avoir pas travaillé en amont pour les prévenir, ou au moins pour essayer de gérer la crise lorsqu'elle arrive. Donc, c'est effectivement, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais peut-être finir sur une note optimiste. En 2004, on avait géré la crise des fortes chaleurs. Ça a été une leçon. Peut-être que le Covid a été une leçon pour autre chose. Espérons. Espérons. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne voilà, soirée. cet épisode est terminé. Merci, Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés.